Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur la chaîne de l'Unité nationale ainsi que la station de radio Centrafrique. Si vous nous suivez un peu partout dans le reste de la planète à partir de bouquets satellitaires, Canal+, et StarTime depuis l'étranger, nous sommes heureux de vous accueillir une fois de plus dans cette émission consacrée essentiellement au passage des membres du gouvernement. Il s'agit de l'émission intitulée Parole au gouvernement, qui est une tribune qui offre l'opportunité à chaque membre du gouvernement, chacun en ce qui le concerne, de dresser le bilan à mi-parcours du 3e anniversaire marquant l'accession à la magistrature suprême de l'État de son Excellence professeur Faustin Touadéra en ce qui concerne exclusivement son second quinquennat. Aujourd'hui, nous allons aborder un chapitre très important. Il s'agit de l'économie qui est par excellence la clé de voûte du développement socio-économique, le centre de gravité du développement socio-économique. Nous recevons aujourd'hui sur ce double plateau de la radio et de la télévision nationale son Excellence, Monsieur le ministre en charge de l'économie, du plan et de la coopération internationale, en l'occurrence Monsieur Richard Filakota. Bonjour, Monsieur le ministre, et merci d'être avec nous. Bonjour, chers journalistes. Nous serons deux pour entretenir cette entrevue en exclusivité avec le membre du gouvernement. Estelle Karine Mazumoko, je suis journaliste et rédacteur en chef à la direction des informations Radio Centrafrique. Et moi-même, bienvenue Bissayo, présentateur des grandes éditions de la chaîne de télévision nationale. Je fais office également de directeur des informations sur cette même chaîne. Monsieur le ministre, nous ouvrons donc le contenu de cette entrevue avec la question capitale de l'heure, c'est l'économie, la santé économique de la République centrafricaine de l'heure. Peut-on avoir une idée claire sur le taux de croissance de la République centrafricaine? Est-ce que ce taux a évolué ou a-t-elle régressé? Que répondez-vous à cette interrogation? Je vous remercie d'abord de m'avoir convié à cet exercice combien important et combien élogieux et autour des questions assez importantes, à savoir donc l'économie de la République centrafricaine. Donc en tant que ministre du plan de l'économie et de la coopération internationale, je porte donc la voix de tous mes collaborateurs dans le cadre de cette émission. Et vous avez évoqué donc le taux de croissance à l'heure actuelle. Donc le taux de croissance que nous sommes en train de gérer à l'heure actuelle est de 1%. Et c'est vrai que 1%, c'est pas beaucoup par rapport à d'autres pays qui, à l'heure actuelle, ont une économie assez solide, une économie assez forte. Et il ne faut pas oublier que notre pays sort de la crise. Une crise qui a perduré et qui a pesé sur notre capacité à produire suffisamment, de telle sorte que l'économie peut en tirer conséquence, une conséquence assez positive. Mais avec 1%, nous sentons que si on se met au travail, et résolument au travail, et en faisant une économie qualitative, nous pouvons passer de 1% à 5%. Monsieur le ministre, toujours dans l'actualité, comme nous parlons de l'économie, alors dites-nous exactement quelles sont les avancées exactes aujourd'hui et quels sont les grands défis à relever au sein de ce département dont vous avez la charge. Alors, quand vous parlez des avancées, on est déjà dans l'évaluation. Dans cette évaluation, vous le savez, il y a toujours le qualitatif et il y a le quantitatif. Alors, je ne vais pas aller dans cette approche évaluative parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, parce qu'une évaluation, ça peut nous prendre pour un ministère aussi balèze que le ministère du Plan, ça va nous prendre beaucoup de temps. De manière englobante, je pourrais vous dire que cette économie, ce ministère a fait beaucoup d'avancées à travers plusieurs étapes en termes de marche, en termes de moyens de mobilisation de notre économie. Nous sommes passés par des étapes de ce qu'on appelle les étapes de planification, des étapes de programmation, des étapes qu'on appelle les DSRP, et pour arriver à ce que nous avons connu il y a quelques années ici, ce qu'on appelle le RCPCA. Et aujourd'hui, nous sommes passés de RCPCA au PND, et qui est une nouvelle stratégie politique, économique,
qui est en train d'être mise en place en remplacement donc du RCPCA, mais aussi en tirant les leçons de toutes les étapes que nous avons eues déjà par le passé. Et tirer les leçons, surtout les leçons positives, parce que quand nous avons fondé, reposé notre économie depuis longtemps sur ce qu'on appelle la culture de rente, sur la production des matières premières et qui n'ont pas été transformées et qui ont été ventilées à l'extérieur à moindre prix, ça c'est vrai qu'on ne tire pas beaucoup bénéfice. Alors donc l'avancée va reposer sur le fait que maintenant, après avoir tiré les leçons de tout le passé, de toute la trajectoire économique avec ce que nous avons connu, mais aussi, il faut tenir compte aussi de la pesanteur de la conjoncture économique internationale en ce qui concerne donc l'implication des institutions de Bretton Woods pour essayer d'amener nos économies nationales à rentrer dans ce qu'on appelle le libéralisme économique et le néolibéralisme économique. Et c'est vrai qu'on est sorti de là un peu écharmoudé par le sens que quand vous avez une économie qui repose sur la planification, sur la programmation, et que tout d'un coup, on vous emballe vers des politiques publiques, vers des politiques économiques, avec dans un cadrage macroéconomique, si vous n'êtes pas suffisamment préparé, vous risquez de perdre des pieds. Donc, on estime que notre pays a fait de son mieux au travers des ajustements structurels que vous connaissez, au travers de ce qu'on appelle, à part les ajustements structurels, il y a eu aussi d'autres pesanteurs, par exemple la privatisation. Il y a eu aussi le cycle de la privatisation. Et au sortir de tout cela, nos économies ont été fragilisées. Mais aujourd'hui, beaucoup d'États, y compris la République centrafricaine, sont en train de redresser leur économie en tirant les leçons de ce passage dans le vent du néolibéralisme pour aujourd'hui essayer de construire une économie qui est solide. Donc j'ose espérer, avec tout le travail qui est en train d'être fait au niveau donc, du PND, du Plan national de développement, nous sommes en train de prospérer vers une économie beaucoup plus forte, une économie solide et une économie qui est durable. Excellence, Monsieur le Ministre, force est de relever que l'économie centrafricaine à l'heure actuelle reste au niveau primaire. Et quelle sera la stratégie plus efficace et efficiente que vous allez envisager au sein du département dont vous avez la charge, conformément à la vision politique du chef de l'État, pour passer de ce stade primaire au secondaire? Il faut assumer son histoire. Chaque État assume son histoire et nous aussi, nous assumons valablement notre histoire en passant de l'économie de la résiliente, une économie résiliente et une économie de rente, et vers ce que vous appelez comme aujourd'hui vers le secteur secondaire. Ce qui suppose qu'il va falloir mobiliser tous les moyens, explorer tout le potentiel dont nous disposons et à partir de ce potentiel maintenant commencer à faire une sorte de mettre en place un plan stratégique d'industrialisation des matières premières. Et Dieu seul sait combien de matières premières nous disposons dans notre pays. Alors je sors d'une conférence des ministres des Finances, des ministres de l'économie à Zimbabwe, et c'est autour de la grande question du financement de la transition de l'économie vers l'économie verte, l'économie normale vers l'économie verte, inclusive, beaucoup plus en Afrique. Et c'est vrai qu'autour de ces débats, j'ai eu donc la chance de tomber dans une situation où la Zambie et la République démocratique du Congo se sont entendus pour voir dans quelle mesure donc, ces deux pays peuvent exploiter leur lithium
peuvent exploiter leur cobalt pour aller vers la transformation en termes de batteries électriques et batteries électroniques. Alors, quand j'ai vu cette situation, cette opportunité qui s'est posée, et j'ai tout de suite sauté sur l'occasion et j'ai demandé à ce qu'on élargisse ce partenariat qui était dans un premier temps bilatéral vers un partenariat tripartite où la RCA, qui dispose également de ces matières premières stratégiques, puisse, aux côtés de la République démocratique du Congo et la Zambie, pour constituer un pôle. Et ce pôle peut se lancer pour ceux qui sont déjà avancés. Ils ont commencé déjà à exploiter leurs matières premières. Pour nous qui sommes peut-être en phase d'exploration, voir dans quelle mesure ce pôle peut se lancer dans l'exploration, l'exploitation et la transformation des matières stratégiques. Je parle ici du lithium et du cobalt pour aller vers la fabrication des batteries électriques et des batteries électroniques pour les mettre sur le marché mondial. Et je pense que, en répondant à votre question, donc, c'est un pan de l'économie que nous voulons développer, mais à travers un pôle. Et ça fait une force. Parce que si vous voulez aller sur le marché international, vous allez seul, vous allez vous faire manger. Parce que là-bas, les grands mangent les petits. Hein? Alors donc, en allant en pôle, je crois que notre pays aura cet avantage de tirer aussi bénéfice de ces matières premières, et surtout, ce sont des matières stratégiques. Là, je parle du lithium et du cobalt. Mais il y a également, dans le cadre de ce qu'on appelle les fonds verts, la vente de crédits carbone. Nous nous sommes aussi entendus pour que la République centrafricaine, aux côtés de la RDC, parce que vous savez, le bassin du Congo, la porte du bassin du Congo commence en République centrafricaine. Et je crois savoir que nous détenons les 10% du potentiel forestier en matière de carbone, et le Congo, donc la République démocratique du Congo, doit détenir donc les 60%. Et si on se mettait ensemble, et comme la Zambie s'intéresse à travailler également avec nous, pour aller sur le marché mondial de la vente du crédit carbone en pool, mais on aura donc cette capacité, comme le font certains sur ce marché. On ne va pas aller vendre notre crédit carbone à $10, mais on va le vendre à partir de $100, à $150. Et vous ne pouvez pas imaginer les retombées sur l'économie de notre pays. Et dans le même cadre, j'ai exploré ici d'autres voies. La troisième voie, qui pourrait être aussi très salutaire pour nous, c'est la production du biocarburant. Nous sommes toujours dans l'économie verte. Nous disposons d'un pays qui a à peu près 15 millions d'hectares de terres arables. Et j'ai réfléchi, et je le dis tout haut, si notre pays se met ensemble avec le Brésil, qui est en ce moment le premier producteur du biocarburant, de ce qu'on appelle le bioéthanol sur le marché mondial, mais on peut faire un tabac. On peut faire un tabac. Alors voilà simplement ma première sortie dans le cadre de cette réunion m'a permis donc d'explorer ces possibilités, ces voies pour doper notre économie. Et si vraiment là, ce n'est qu'un projet, parce qu'il faudrait que ça soit validé en Conseil de ministres. Et une fois que ce serait validé et qu'on me donne le top avec le ministre des Eaux et Forêts, avec le ministre des Mines, avec le ministre de l'Énergie, pour qu'on puisse aller en ordre de bataille, comme tout le monde, pour faire en sorte que notre pays se mette dans la compétitivité avec ses matières premières, et c'est surtout ces matières stratégiques. Je crois que ça va tout changer dans le cadre de ce qu'on appelle, ce que vous voulez dire tout à l'heure, donc de l'économie basée sur le secteur secondaire. Monsieur le ministre, nous savons tous que le gouvernement a signé plusieurs conventions avec les partenaires pour le relèvement de l'économie.
Alors, dites-nous, que peut-on retenir de ces conventions et naturellement, quels sont leurs impacts dans l'économie centrafricaine? Vous savez, dans la mise en œuvre des projets, il y a deux choses. Il y a les conventions, mais il y a l'action. Les conventions, c'est des lettres. Mais dans les lettres, il y a tout dedans. Et quelquefois, on dit, le détail se trouve dans ces lettres et dans ces conventions. On signe beaucoup de conventions. On signe beaucoup de conventions dans ce pays. On signe beaucoup de conventions dans les ministères. Mais allez sur le terrain. Allez sur le terrain pour vérifier quelles sont les retombées en termes économiques, en termes sociaux. Et quelquefois, on reste sur la fin. Alors donc, une chose, c'est les conventions juridiques qui nous lient avec les partenaires et qui amènent quelquefois beaucoup d'argent dans le pays pour que cet argent, pour ces financements, pour que ces fonds permettent le décollage de l'économie, permettent également la réduction de la pauvreté, permettent l'amélioration des conditions des populations. Mais ça, c'est la partie du jeu des partenaires. Mais maintenant, notre partie, c'est-à-dire comment on s'approprie ces financements qui arrivent et au-delà de ces conventions qu'on signe, comment on matérialise la gestion financière, la gestion efficace de ces financements, pour que ces financements se traduisent par le relèvement économique, le relèvement social des populations, le recul de la pauvreté, la meilleure gestion des infrastructures, en commençant par les routes. Parce que l'économie repose aussi sur la route. Parce que c'est les routes qui relient les hommes. Et quand les routes relient les hommes, ça facilite ce qu'on appelle la circulation des biens. Et quand il y a suffisamment de circulation des biens, les biens ne circulent pas sans les personnes. Les biens circulent avec les personnes. Ça va permettre à l'économie de se développer. Mais voilà, les partenaires font leur partie. Nous aussi, nous devons faire les nôtres. Et bien faire les nôtres. Pour que les dividendes, de ces financements qui nous arrivent soient matérialisés par le relèvement économique, le relèvement social. Et c'est ce que j'appelle de tout mon vœu. Et c'est pour aller dans la vision du chef de l'État. Nous entrons dans la 7e République, mais nous devons rentrer dans la 7e République, pas les genoux par terre, mais en restant debout. Et comme dit un père de l'Église que je connais, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, pas l'homme assis. C'est l'homme debout. Et si les Centrafricains se mettent debout, en sachant que leur destin, c'est d'abord entre leurs mains, pas seulement entre les mains des partenaires, nous aurons fait un grand pas. Monsieur le ministre, restant toujours dans cette rubrique économique, cette fois-ci, je vais poser une question plus sensible autour de la question. Depuis son accession à la souveraineté nationale, la République centrafricaine a toujours été tributaire de l'aide budgétaire et extérieure pour faire face à certaines charges régaliennes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que est fait ou est en train d'être fait au niveau du gouvernement par l'entremise du ministère dont vous avez la charge pour mettre fin à cette emprise de l'extérieur? Vous savez, si vous ne le savez pas, nous vivons dans l'ère de l'interdépendance. Quand je parle de l'interdépendance, vous avez des puissances qui dépendent des petits pays. Des grandes puissances qui dépendent des petits pays. Si vous avez notre pays qui a été mis à dure épreuve, notre pays n'a pas pu accéder à sa stabilité politique pour lui permettre de
de se vaquer à son économie, à l'élaboration et à la mise en œuvre de son économie. Nous avons été embrigadés dans ce qu'on appelle la gouvernance de l'urgence, parce qu'en quelque sorte, quelquefois, c'est entretenu pour nous empêcher d'avoir la possibilité de penser, de réfléchir et de raisonner notre destin. Et alors, ça fait quoi? Ça fait que nous sommes, en quelque sorte, enfermés dans l'assistanat. C'est la culture de l'assistanat. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont des volontaires à l'assistanat. Parce qu'eux-mêmes, ils se plaisent à aller vers l'assistanat. Et ils passent leur temps à demander, est-ce qu'on peut avoir les produits PAM? Est-ce qu'on peut avoir ceci? Voilà. À boire et à manger de l'assistanat. Je crois que ce n'est pas le cas pour la vision du chef de l'État. Et tout le combat qu'il est en train de mener, c'est pour nous permettre de sortir de l'humanitaire, de l'urgence, la gouvernance de l'urgence, de l'assistanat, pour aller vers ce qu'on appelle le nexus, vers le développement. Et ce développement, ça ne se décrète pas. Ce développement, c'est d'abord une volonté politique, mais ça doit aussi être une volonté de la nation. Toute la nation doit s'approprier qu'on a assez souffert pendant les temps de crise. Maintenant que nous commençons à goûter à la stabilité politique, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je vois les paysans qui commencent à reprendre leur culture. Je vois les jeunes qui reprennent leur petit métier. Je vois des femmes qui s'engagent dans les activités génératrices de revenus. Tout ça, c'est bien. Mais il faut maintenant inscrire ça dans des agrégats économiques capables de les doper, les encadrer pour aller vers un décollage proprement dit. Et là, vous avez maintenant votre réponse. On peut mettre un terme à ce que vous appelez de l'aide. Mais tant que vous n'avez pas encore les reins solides, je ne sais pas si vous pouvez scier l'arbre sur lequel vous êtes assis. Même jusqu'à 2050? Non, on ne parle pas de 2050, je parle de... Quand je parle de volontarisme, ça peut être demain. Ça vaut autant pour moi, ça vaut autant pour vous. Excellent, Monsieur le ministre, depuis 3 ans, la République centrafricaine a été suspendue de l'aide budgétaire. Malgré cela, le gouvernement est parvenu à faire face à ces charges régaliennes. Quel a été le secret de l'État? Le secret de l'État, en commençant par le chef, comment il a fait pour sortir courageusement, parce qu'on ne peut pas sortir sans perdre des plumes, après avoir passé un désert aussi dur. Et c'est vrai que nous avons été mis à dure épreuve. On voudrait nous fléchir le genou. Nous avons connu ce qu'on appelle un embargo économique déguisé, implicite. Parce que les sources de financement en provenance ou en direction de la République centrafricaine ont été asséchées, ont été devenues arides. Donc il a fallu beaucoup de courage, de l'ingéniosité pour pouvoir commencer à voir comment tracer notre destin dans cette précarité, dans ces difficultés et dans ces défis qui s'imposent à nous. Et je crois que c'est là que je salue les bravoures et tout le travail que le gouvernement a fait sous l'auspice du président de la République, chef de l'État, et sous le leadership du Premier ministre et chef du gouvernement,
pour essayer d'engager notre pays dans la multipolarité. Et ça a été aussi une des leçons que nous avons tirées de ce passage, pour ne pas dire de passage à vide. Hein. Ça nous a permis d'ouvrir les yeux qu'on ne peut pas compter que sur un seul ami. Si vous ne comptez que sur un seul ami, le jour où cet ami vous tourne le dos, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Et je crois que nous avons suffisamment tiré les leçons. Et dorénavant, cela ne pourra plus nous arriver. Monsieur le ministre, vous vous occupez du plan de l'économie, mais aussi de la coopération internationale. Et alors, la République centrafricaine a eu à tisser plusieurs liens de coopération avec des pays amis et aussi des partenaires internationaux. Alors, sur quelle base se sont assises ces coopérations, monsieur le ministre? Vous me ramenez encore sur le terrain juridique des conventions, la conventionnalité, avec tous ces aspects. Mais je pourrais vous dire, au-delà de la coopération, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous à l'école du changement global qui est en train de s'opérer en ce moment dans le monde. Aucun État n'échappe à cela. Nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle les mutations géopolitiques, les mutations géostratégiques et les mutations géoéconomiques. Et quand je vous dis cela, toutes les coopérations, quelles qu'elles soient, passent par le crible de ces mutations que je viens triphaser, que je viens de déclamer tout de suite. Alors, quand vous êtes sorti des dures épreuves et que vous voulez entrer en partenariat, en coopération, mais il faut se dire que le mot coopération, on nous a piégés là-dedans. Depuis les années 60 jusque dans les années 20, on nous a piégés avec le terme de coopération. Pendant que nous regardons devant, pensons que c'est la coopération, mais dans le dos, on nous faisait des bébés. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, quand vous parlez de coopération, je vous regarde au doigt dans les yeux. De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Hein? Voilà. Donc, un pan du ministère que je dirais aujourd'hui, c'est la coopération. Mais pas n'importe quelle coopération. Mais pas n'importe quelle coopération à n'importe quel prix. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de coopération gagnant-gagnante. Ça encore, c'est des mots. Ça encore, c'est des mots parce qu'il faut après rentrer dans les vifs du sujet pour savoir qui gagne quoi et qui fait quoi. Voilà. Excellence, Monsieur le Ministre, permettez-moi, nous allons sortir du cadre de cet exercice démocratique pour ouvrir la voie au peuple, parce que le peuple est la voix des sans-voix, doit porter également dans cette édition spéciale consacrée au 3e anniversaire du président de la République, chef de l'État. Nous allons donc vous inviter à suivre les interrogations qui viennent tout droit du public centrafricain. Monsieur le ministre, bonjour. J'ai deux questions à vous poser, monsieur le ministre. Pouvez-vous nous situer sur le plan national de développement PND? Dans ma deuxième question, le président de la République prône la rupture pour cette 7e République. Dites-nous quelles sont les nouvelles stratégies et réformes enclenchées pour redynamiser la section de l'économie, du plan et de la coopération. J'aurais bien voulu porter la casquette du coordonnateur de PND pour vous répondre valablement à cette question. Mais je dois vous dire tout simplement que le PND est encore en élaboration.
est encore en élaboration avec la participation de tous les sectoriels. Parce que le projet national de développement, c'est pour tout le pays. Et ça doit toucher tous les secteurs sociaux, les secteurs économiques, les secteurs... ça touche le foncier, ça touche le secteur minier, etc. Donc, tout cela doit participer à la construction de ce développement derrière lesquels nous courons depuis. Mais comme je l'avais dit tout à l'heure, ce ne serait pas un vil développement. Nous voulons inscrire ce travail qui se fait sous l'autorité du chef de l'État dans un cadre approprié où on fait une sorte de croisée de l'expertise de part et d'autre pour arriver à dégager dans un premier temps un plan stratégique. Et ce plan stratégique va être déclamé, va être transformé en programme, en plan et en projet. Et surtout, on vise ce qu'on appelle des projets structurants. Je vais vous donner un exemple parmi les projets structurants. C'est le corridor 13. Vous le savez, pendant la crise, nous avons été sevrés par rapport à l'alimentation des produits de première nécessité en provenance donc de l'axe du Cameroun. Et du coup, notre pays a connu ce qu'on appelle la surenchère et l'inflation. Et nous avons tiré la leçon et le chef de l'État a pensé qu'il faut maintenant penser à un plan B. En termes techniques, on peut pas parler de contournement territorial. Ça, c'est des sujets qu'on traite au niveau des thèses, etc. Contournement territorial. Mais c'est aussi comment, dans une situation de blocage, d'asphyxie économique, vous êtes capable de trouver une solution. Et donc, le corridor 13 va nous ouvrir sur le port de Pointe-Noire, en passant par Ouesso. Mais dans ce projet, il y a beaucoup de choses qui vont voir le jour. Il y a la route, mais il y a aussi les marchés. En commençant par la ville de Bangui va bénéficier de ça. La ville de Mbaïki va bénéficier. On va implanter un marché à Mbaïki, à Mongumba. Donc, tout le long de ce corridor va émerger toute une activité économique et sociale. Et ça va chambouler complètement aussi le mode de vie des gens. Et c'est pour cela qu'il faut accompagner ce genre de projets structurants par des études, ce qu'on appelle des études environnementales. Parce que quand ça va commencer à chambouler un peu la culture et la manière de vivre des gens, il faut encadrer ça. Alors je pense que c'est tout ça qui fera partie de ce PND sur lequel nous sommes en train de travailler. Mais aussi, dans le cadre de ce PND également, notre pays est en train d'envisager. Bon, tout à l'heure, vous parlez de l'aide, mais ce ne sera pas de l'aide. C'est-à-dire comment coopérer avec certains pays, notamment les pays du Golfe, pour qu'il y ait suffisamment de financement pour la mise en œuvre de ces macro-projets. Parce qu'on n'est plus dans le micro-projet. Nous sommes en train de sortir de l'humanitaire. Il ne faut pas qu'on nous distrait avec des micro-projets. Nous allons vers des macro-projets et surtout des projets structurants permettant d'apporter de la valeur ajoutée dans le fonctionnement de notre économie et permettre à ce que les populations commencent à toucher du doigt ce qu'on appelle le développement. Monsieur le ministre, le président de la République prône pour la rupture cette 7e République. Alors, d'ores et déjà, qu'est-ce que vous comptez mener comme action au sein du département dont vous avez la charge pour redynamiser le secteur de l'économie de la République centrafricaine? Il
faut aller sur le terrain et sonder, hein, parce que si je vous le dis ici, je vais vous mentir, mais je crois qu'il faut aller sur le terrain et vous allez sonder mon personnel. Les lignes sont en train d'être bougées. Les lignes sont en train d'être bougées et ça va aller plus vite. Parce que je suis en train de rouler à 50 à l'heure, après je vais passer à 90 à l'heure et à 120 à l'heure. Non, ils le savent très bien, on ne s'amuse pas avec un département comme celui de l'économie. C'est là que repose le poumon économique du pays. C'est le grenier de la famille. Hein. Nos grands-parents, ils vivaient de ça. Dans chaque famille, il y a un grenier. Et dans ce grenier, on garde la subsistance pour la famille, mais on garde aussi les objets de valeur de la famille. Et ça permet à la famille de vivre sur du long terme. Et je crois que nous sommes en train de travailler ce grenier-là pour le rendre plus productif, parce que nous sommes entraînés vers une 7e République de production et de transformation, de manière à ce que ce pays commence aussi à entrer dans la compétitivité commerciale et que la balance commerciale qui est déficitaire devient excédentaire. Oui. Ouais. Excellent, Monsieur le Ministre. Voilà qui boucle la première partie de cette entrevue en exclusivité dans l'émission Parle au gouvernement, qui est une tribune qui offre l'opportunité au membre du gouvernement de dresser le bilan du parcours des réalisations physiques du président de la République, chef de l'État, dès son accession à la magistrature suprême de la République. Nous allons donc inviter nos amis de la régie technique pour nous projeter le film documentaire mettant en relief les réalisations physiques du gouvernement de la République centrafricaine sous le leadership éclairé de son excellence professeur Faustin Archange-Touadéra. Juste après, nous allons revenir sur ce même plateau, ce double plateau de la radio et la télévision nationale pour la version langue nationale. À tout de suite. Pour diriger le pays. À peine achevé son premier quinquennat, il a pu tracer un chemin meilleur pour le Centrafrique et l'Afrique en général. Basé sur la transformation et l'émergence de la République centrafricaine, sa vision inspire même les autres pays africains. Qui est donc cet homme qui a pu faire un tel prodige en si peu de temps? C'est le professeur Faustin Archange-Touadéra. Il est compté parmi les présidents les plus diplômés de l'Afrique, avec plus de 7 diplômes scientifiques en maths physique, dont 2 doctorats en mathématiques pures, issus de l'Université scientifique de Lille 1 en France et de Yaoundé 1 au Cameroun. Un monsieur exemplaire, avec une morale irréprochable, qui par ses actions citoyennes s'est vu décerner plusieurs titres honorifiques à son actif sur le sol national. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité dans la fonction publique, ce qui fait de lui l'un des fonctionnaires de haut niveau sur le plan mondial. On ne peut parler des travaux scientifiques qu'il a exécutés durant son parcours professionnel sans pour autant parler du nombre incalculable de conférences et congrès internationaux qui enrichissent sa vision dans le domaine politique et autres. En même temps qu'il combat la crise sécuritaire, il s'investit dans la construction du pays, comme en témoignent plusieurs réalisations, tant à Bangui qu'en province. Sa quête pour faire de la République centrafricaine un pays développé et prospère est basée sur 3 principaux axes, notamment une économie ouverte à la concurrence, une société plus inclusive, une qualité